Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Avertissement de contenu, cet épisode aborde des thématiques violentes, parfois sexuelles, propres au cinéma et à la littérature d'horreur. Certains exemples décrivent des mises en scène sanglantes et des comportements prédateurs. Je les évoque de manière analytique, sans complaisance, en me concentrant sur la construction narrative et visuelle. Le slasher est un genre qui, au premier regard, semble se définir par la violence frontale. Une série de meurtres, un ou plusieurs personnages traqués, un tueur identifiable par une signature, par exemple un masque, une arme, un rituel. Mais en réalité, le slasher est un système narratif précis, presque mécanique, qui repose sur un équilibre subtil entre anticipation et exécution, entre la familiarité des codes et la variation qui surprend le spectateur ou le lecteur. Pour comprendre comment écrire ou analyser un slasher efficace, il faut d'abord comprendre sa grammaire. Qui parle, à quel rythme, que voit-on et que ne voit-on pas? Ce sont des choix qui différencient un récit marquant d'une simple succession de scènes gore. Historiquement, le slasher émerge d'une confluence. On cite souvent le film Halloween de 1978 de John Carpenter comme étant l'acte fondateur moderne. Mais ses racines plongent plus loin. Le giallo italien Blood and Black Lace de Mario Bava, Deep Red de Dario Argento, le thriller psychologique américain Psycho d'Hitchcock, et même certaines structures de récits gothiques où la menace progresse méthodiquement vers un groupe de victimes. Les premiers slashers établissent un modèle, un espace délimité, une banlieue résidentielle, un camp de vacances, une école, une cabane isolée. Une série de personnages archétypaux, donc la final girl, le sportif, la séductrice, le farceur, etc. Et un tueur dont l'identité ou le motif reste voilé jusqu'à un certain stade du récit. Ce canevas permet au public d'entrer immédiatement dans l'histoire, de reconnaître les repères et de se concentrer sur la tension plutôt que sur la compréhension des enjeux de base. L'ADN du genre se compose de 3 éléments principaux, l'espace, la temporalité et la ritualisation. L'espace d'abord agit comme une carte de jeu, un terrain sur lequel les déplacements et les cachettes importent autant que les dialogues. Un bon slasher établit très tôt la topographie, parfois même inconsciemment pour le spectateur, afin que chaque mouvement ultérieur ait un sens stratégique. La temporalité ensuite fonctionne souvent comme un compte à rebours. La nuit qui tombe, l'événement à venir, par exemple une fête, un bal, un départ en vacances, la fin d'un week-end, etc. Chaque minute qui passe rapproche le personnage d'un point de non-retour. Et enfin, la ritualisation concerne autant le tueur que la structure narrative, un modus operandi reconnaissable, des rendez-vous meurtriers, espacés par des phases de tension et un crescendo qui mène à l'affrontement final. L'aspect le plus mal compris du slasher par ceux qui cherchent à le reproduire, c'est la relation entre le hors-champ et le champ. Montrer la violence est une option. La suggérer, la préparer et la rythmer en est une autre. Les films les plus marquants savent alterner un meurtre brutal et explicite, peut-être suivi d'une séquence où la menace est invisible mais omniprésente. C'est dans cette respiration que se construit la peur durable. La littérature a un avantage ici. On peut manipuler la focalisation interne pour faire ressentir au lecteur ce que voit, entend ou croit deviner le personnage sans lui offrir la certitude d'une image. Un autre point fondamental, le slasher n'est pas seulement une série d'attaques, c'est une traque. La traque suppose un rapport de force clair mais modulable. Un bon récit de slasher laisse parfois l'illusion que la proie peut inverser le rapport. Ce jeu avec la hiérarchie de pouvoir est essentiel. Si le tueur est trop invincible, l'histoire devient monotone. S'il est trop vulnérable, la tension s'effondre. La Final Girl, concept théorisé par Carol G. Clover, incarne souvent cette modulation. Elle passe de victime potentielle à adversaire crédible en utilisant l'espace, l'improvisation et parfois la ruse. L'économie des personnages joue un rôle aussi stratégique. Dans un slasher, chaque personnage est un vecteur potentiel d'émotion ou de catharsis.
Les victimes secondaires ne sont pas uniquement là pour mourir, elles servent à rythmer le récit, à varier les méthodes du tueur, à renforcer ou à fragiliser le moral du personnage central. Les meilleures œuvres du genre savent doser l'exposition, offrir juste assez de manière pour que la disparition d'un personnage ait un poids, sans diluer la tension dans les arcs narratifs trop longs. Ensuite, il faut évoquer la nature même de la violence dans le slasher. Elle est codée, parfois ritualisée, et toujours signifiante. Chaque arme, chaque lieu, chaque geste peut être lu comme un signe. Un couteau de cuisine ne raconte pas la même chose qu'une tronçonneuse ou qu'une corde. De même, la manière dont le tueur s'approche, furtivement ou en force, en dit long sur son rapport à ses victimes. Ce travail sémiotique, conscient ou non, contribue à l'identité du récit. Dans une perspective d'écriture, réfléchir à cette cohérence est aussi importante que la conception de la scène elle-même. À partir des années 90, le slasher subit une première remise en question importante. Les années 80 avaient saturé le marché. Suite à répétition, copies peu inspirées, surenchères de gore parfois déconnectées de toute logique narrative. Cette inflation avait anesthésié une partie du public qui ne trouvait plus dans le slasher ni surprise ni tension. L'arrivée du film Scream en 1996 de Wes Craven a changé la donne, non pas en reniant les codes, mais en les mettant à nu. Craven et Kevin Williamson ont compris que le public connaissait les règles par cœur et que l'on pouvait jouer avec cette connaissance. Le slasher devient alors autoréflexif. Les personnages parlent des règles, les anticipent et pourtant se font piéger par elles. Cette métanarration ouvre la porte à un slasher plus conscient de lui-même. Les années suivantes voient apparaître des œuvres qui construisent le genre tout en y contribuant. Par exemple, Behind the Mask, The Rise of Leslie, Cabin in the Wood, ou qui transforment les codes en d'autres contextes. Le slasher scolaire avec Cherry Falls, le slasher historique avec The Pale Blue Eyes, dans une dimension plus littéraire, ou encore le slasher mêlé à la science-fiction dans Event Horizons, qui reprend la structure de track mais dans l'espace. Un élément fondamental de cette mutation concerne le rapport à la violence. Là où les années 80 privilégiaient la créativité visuelle du meurtre, les approches contemporaines tendent à lui redonner une valeur dramatique. Dans Hush, de Mike Flanagan en 2016, la violence est moins spectaculaire mais beaucoup plus viscérale, car elle est vécue dans une proximité sensorielle. Absence de son, focalisation sur les détails matériels, l'arme, la poignée, la respiration. De même, dans You're Next de Adam Wingard en 2011, la chorégraphie des attaques est calculée pour souligner la compétence inattendue de la protagoniste, subvertissant le cliché de la final girl passive. Les slashers modernes ont aussi intégré des dimensions socio-culturelles plus explicites. Là où les œuvres classiques se concentraient sur la mécanique de la peur, certaines variations contemporaines articulent la violence autour de thématiques sociales. Halloween, en 2018, traite du trauma et de la résilience. Candyman, en 2021, explore le racisme systémique à travers une mythologie urbaine. En littérature, on retrouve cette orientation dans les récits comme Final Girl de Riley Sager ou My Sisters de Serial Killer d'Oyingan Braithwaite, qui manipulent la structure du slasher pour interroger des dynamiques familiales ou sociales. Cette évolution ne se limite pas au thème, la structure elle-même a changé. On a vu apparaître des récits où l'identité du tueur est connue dès le départ, ce qui supprime le Wood Unit, mais déplace l'attention vers le comment et le pourquoi. Maniac, dans sa version télévisée, à l'inverse, certains récits manipulent les fausses pistes et les doubles tueurs pour maintenir une incertitude jusqu'au dernier acte, comme dans Scream 2, Happy Death Day et sa suite en version slasher plus boucle temporelle. Pour un auteur, ces mutations modernes montrent que la structure du slasher est un squelette adaptable. On peut en modifier l'ossature, l'ordre des meurtres, le point de vue et la temporalité, ou au contraire garder le schéma classique et jouer sur des variations secondaires. Personnalité du tueur, décor, armes, enjeux, thématiques, etc. Ce qui compte, c'est de maintenir un système de tension qui se régénère à chaque séquence. La variation doit être suffisamment visible pour surprendre, mais pas au point de perdre la lisibilité des codes. Le rythme dans les slashers contemporains est également plus varié. Là où les années 80 imposaient un cercle régulier, présentation, meurtre, respiration, meurtre, climax, certains films récents introduisent de longues phases de faux calme, puis concentrent plusieurs attaques dans un laps de temps très court. Cette rupture de pattern est efficace si elle sert la narration. Dans The Stranger, par exemple, la quasi-immobilité narrative de la première moitié rend l'exposition de la violence d'autant plus brutale. Enfin, il est important de noter que le slasher moderne dialogue avec d'autres genres d'horreur.
Le surnaturel s'infiltre parfois. It Follow comme métaphore et comme entité de traque. De même que le réalisme social dans Hidden Lake, ce croisement élargit la porte émotionnelle et critique du genre, tout en offrant aux auteurs la possibilité d'expérimenter sans rompre le pacte de base avec le public, celui d'assister à une confrontation inévitable entre la proie et le prédateur. On va voir maintenant comment est-ce qu'on écrit un kill parfait. Le meurtre dans un slasher n'est pas un événement isolé. Il est le point culminant d'une séquence, qui commence bien avant l'attaque elle-même. Dans un récit efficace, chaque kill a un rôle narratif précis. Accélérer le rythme, révéler un aspect du tueur, affaiblir psychologiquement la final girl ou marquer une rupture dans l'équilibre initial. Écrire une scène qui marque, c'est comprendre que l'impact ne réside pas uniquement dans la violence représentée, mais dans la manière dont cette violence s'inscrit dans le déroulement global du récit. La première étape, c'est préparer le terrain. La tension monte lorsque le lecteur ou le spectateur a une avance partielle sur la victime. Dans Halloween, par exemple, Carpenter utilise des plans prolongés où le tueur est visible pour nous, mais pas pour elle. En littérature, cela se traduit par une focalisation interne alternée ou par une narration qui déploie des indices visuels et sonores. Un craquement, une ombre, un silence trop lourd, etc. Cette anticipation place le public dans un état de vigilance active où chaque micro-détail compte. Le choix de la focalisation est déterminant. Si tu restes collé au point de vue de la victime, la scène devient une expérience sensorielle. Le souffle, le contact, la perception fragmentée. Si tu passes par celui du tueur, c'est la précision froide, l'observation clinique et la ritualisation. Un changement de focalisation au moment clé peut créer un effet de choc. On croit suivre la victime, puis on réalise que nous étions déjà derrière elle aux yeux du prédateur. Cette bascule narrative utilisée avec parcimonie imprime la scène dans la mémoire. Vient ensuite la gestion du détail et de l'ellipse. Trop de détails et l'effet peut se diluer dans la complaisance. Trop d'ellipses et la scène perd de sa matérialité. L'idée est de choisir un ou deux éléments précis qui incarnent l'horreur du moment. Un bruit sec, une odeur métallique, la sensation d'un objet froid sur la peau, etc. Ces points d'ancrage sensoriel déclenchent l'imagination du lecteur qui reconstruit le reste, souvent de manière plus intense que ce que tu aurais pu écrire. L'ellipse est donc un outil de participation. Elle oblige le public à combler les vides. Le rythme interne de la scène doit refléter celui du récit global. Un kill peut être plus fulgurant, quelques lignes ou quelques secondes, s'il intervient dans un contexte déjà saturé de tension. À l'inverse, un meurtre peut être étiré sur plusieurs minutes si l'objectif est d'épuiser émotionnellement le spectateur. Dans It Follow, l'attente avant que la menace atteigne la victime est presque insoutenable. Et c'est ce délai qui fait naître l'angoisse. Le placement du kill dans le récit conditionne donc sa durée et son intensité. Enfin, il y a l'après. Beaucoup d'auteurs oublient que l'impact d'un meurtre ne se mesure pas uniquement dans la scène elle-même, mais dans la trace qu'il laisse. Le corps, la réaction des survivants, la modification de l'espace, etc. Dans The Texas Chainsaw Masquerade, un corps suspendu ou une porte claquée reste dans l'esprit bien après le visionnage. En littérature, décrire l'absence, la chaise vide, le téléphone qui sonne dans le vide, peut avoir plus de force que le moment de l'acte. Pour inscrire un kill dans la mémoire collective du genre, il faut donc articuler sur 3 axes. Le contexte, le moment où ils survivent et ce qu'ils déclenchent dans la dynamique. Le point de vue, qui regarde, avec quelle distance émotionnelle. La signature, un élément unique, visuel, sonore, gestuel, qui le distingue de tous les autres. Ce travail est d'autant une question de technique que de maîtrise du tempo narratif. Un slasher qui se contente d'aligner les corps sans réfléchir à leur mise en scène s'épuise rapidement. Un récit qui varie les approches, module les distances et donne à chaque meurtre une fonction dramatique conserve sa tension jusqu'au dernier plan ou à la dernière ligne. Le slasher n'est pas qu'un genre figé dans ses codes. C'est une mécanique qui, depuis les années 70, s'est constamment réinventée, abordant la mutation culturelle, technologique et narrative de chaque époque. Derrière les masques et les lames, il y a un langage précis, celui de la tension construite plan par plan, phase par phase, où chaque meurtre est pensé comme un point stratégique dans la cartographie du récit. Ce qui distingue un slasher anecdotique d'un slasher marquant, ce n'est pas la quantité de sang versé, mais la manière dont la violence est mise en scène et intégrée à l'histoire. Les meilleurs réussissent à surprendre avec des outils que nous connaissons déjà, à déstabiliser alors que nous pensons savoir exactement où et quand l'attaque va surgir. Pour un auteur, comprendre le slasher, c'est apprendre à manipuler l'attente et la frustration, à équilibrer le visible et l'invisible, à donner du sens à chaque geste. C'est accepter que la peur naît autant du hors-champ que dans l'impact frontal. Et c'est aussi se rappeler que le genre, aussi codifié soit-il, reste un espace de jeu,
parfois cruels, souvent inventifs, où l'on peut tester des structures, des rythmes et des voix. En définitive, que l'on soit lecteur, spectateur ou créateur, plonger dans l'anatomie du slasher, c'est regarder de près une horlogerie macabre qui, quand elle est bien réglée, peut encore nous surprendre. Et c'est peut-être ça, la vraie raison pour laquelle ce genre, que l'on croyait épuisé tant de fois, continue de revenir, toujours armé et toujours prêt. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur le slasher t'a plu. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire et n'hésite pas non plus à venir en discuter avec moi sur Instagram. Je t'attends à 50 nuances d'horreur. Tous les liens sont dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 50 nuances d'horreur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.